Ben, c'est quand Wolfgang m'a contacté, il me dit Yuba, nous avons envie de faire ça, et puis est-ce que ça t'intéresse de te joindre à nous? Pour ma part, c'était une opportunité fantastique parce que ça me permet d'apprendre. Parce que moi, je suis en perpétuel apprentissage. Je me suis toujours intéressé aux questions de développement. Ce matin, on m'a posé la question de savoir quelle est ta spécialité, sur quoi tu travailles. J'ai du mal à donner ma spécialité parce que je m'intéresse aux questions, je me suis toujours intéressé aux questions de développement et j'utilise différentes entrées pour aborder les questions de développement. Bon, une des entrées possibles que j'avais dans le temps, c'était la question de l'eau. Et je me suis rendu compte en fait que l'énergie est beaucoup plus complexe et permet de rentrer pleinement dans les questions du développement. Je me suis donc intéressé à la question de l'énergie, l'énergie pour le développement. J'ai travaillé dans le cadre d'une sorte de réseau au plan international avec deux amis, un Brésilien, peut-être que certains ont connu ou connaissent, José Goldenberg, et puis un Indien, Amulya Reddy. Et on a beaucoup travaillé sur les questions énergie et développement. C'est exactement les mêmes questions que l'on se pose maintenant sur les questions du climat. Et puis à partir de, je pense, des années 90, la question de l'énergie était plus au top. Parce qu'après le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, les Européens ont dit qu'il faut qu'ils définissent une politique énergétique pour les pays européens. J'ai oublié pour les pays européens. Et que pour qu'ils puissent bien définir ces politiques, il faut absolument que les pays du Sud définissent leur propre politique énergétique sur leur propre perspective. Ils ont donc mis en place un réseau qu'on appelle Cooperative Program on Energy and Development, avec des institutions du Sud indépendantes, Chine, Inde, Argentine, Brésil, Mexique et puis l'Afrique. C'est dans ce cadre-ci que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de l'énergie pour le développement. Bon, il y a eu la fatigue et puis à partir des années 90, ils ont arrêté l'énergie et le climat est devenu une préoccupation importante. Bon, je me suis donc investi sur la question du climat parce que la première conférence sur le climat en Afrique, je l'ai organisée à Dakar. Bon, j'ai travaillé dans le cadre d'une organisation non gouvernementale par choix à Enda en 82. Et puis, mon ami indien me dit, Yuba, tu perds ton temps sur la question du climat. Moi, je lui ai répondu, je dis, écoute, Amulya, toi, tu es une personnalité, tu vas voir au chapitre, tu es invité partout. Moi, je ne suis pas invité partout, mais le climat ne m'intéresse pas, mais le développement m'intéresse. Par le climat, on va m'inviter, mais si je dis je parle développement, personne ne va m'inviter. S'ils m'invitent pour le climat, je vais leur parler développement. Et puis, est arrivé Rio, nous avons tous pensé qu'on allait totalement transformer le monde, qu'on a pris une nouvelle dynamique. Et un des axes, un cadre très cohérent avec une vision assez claire d'orientation, c'était l'agenda 21, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est très cohérent et qui était... à partir de cet agenda, nous avons tous pensé qu'on allait transformer le monde totalement, que les choses allaient changer. Mais finalement, on a laissé l'agenda de côté, on a saucissonné encore le développement. En mettant le climat, en mettant la biodiversité, en mettant la désertification. C'est-à-dire, on a rentré dans des silos. Or, l'agenda 21 ne permettait pas du tout de travailler à partir des silos. Et j'ai du mal également à comprendre la distinction entre, c'est-à-dire les pays développés et les pays en développement. On a l'impression que le développement est une finalité et qu'on a atteint un stade. Or, le développement est un processus.
pour ma part, c'est ce que je crois. Ça peut nous conduire vers une catastrophe, ben, c'est ce qu'on voit actuellement, comme ça peut nous mener sur une trajectoire de durabilité, c'est-à-dire qui est un processus ben, que l'on peut accélérer et qu'à partir d'un certain nombre de choix. Ben, j'ai donc la difficulté de comprendre, c'est des pays qui sont développés, donc ils n'ont plus rien à apprendre, ils n'ont plus rien à faire, ben, ils ont atteint tout ce qu'il faut. Et les autres, c'est des pays en développement. C'est-à-dire, cette dichotomie pose problème quand on y réfléchit de plus près. Et quand Wolfgang m'a demandé de venir, ben, je me suis dit que, mais pourquoi il m'appelle moi? Parce qu'il y a un travail fantastique sur la question de sciences de la durabilité fait par l'IRD. C'est-à-dire qu'il y a un collectif, il y a une réflexion interne au sein de l'IRD. Bon, j'étais dans le comité scientifique de l'IRD. Il y a un travail formidable qui a été fait par eux et qu'ils appellent la science de la durabilité, comprendre, construire, co-construire, transformer. Et j'ai un ami également à Lyon qui a publié un livre excellent que je vous recommande à tous de lire. C'est Olivier Hamann, La troisième voie du vivant. C'est-à-dire c'est en plein dans le sujet, facilement accessible et que l'on peut lire. C'est-à-dire on a l'impression que, il ne parle pas de la science de la durabilité, mais c'est d'une profondeur et d'une perspective inouïe. On a différentes possibilités là-dedans quand on approche ce livre-là. Ceci dit, 30 années, ça paraît très court, et 30 années, ça paraît très long. On a souvent des difficultés au sein du GIEC. Ben, quand ils regardent à l'horizon 2100, ben, je dis 2100, c'est une éternité pour nous. Puisque 30 années, ben, pour nous, c'est très long. C'est beaucoup de temps dans une vie humaine. Ben, il y a environ un peu plus de 30 ans, les préoccupations liées à la durabilité sont apparues comme des questions cruciales que l'humanité devrait prendre en considération pour faire face aux tensions entre l'équilibre des besoins des générations actuelles et ceux des générations futures, sans perturber le système de maintien de la vie de la planète. On en a parlé hier soir. Avec le temps et la complexification de la situation, ben, la science de la durabilité en tant que science orientée vers les problèmes ou les solutions occupe le devant de la scène dans certaines sphères. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus pour apporter des éléments de réponse. Ce n'est pas de la science pour la science, ce n'est pas de la science pour la curiosité. Il y a un certain nombre de préoccupations pour lesquelles il faut apporter des éléments de réponse. Ça paraît important. Orienté vers la recherche de solutions, qui paraît important pour éclairer les processus de prise de décision et l'élaboration de politiques ainsi que l'engagement d'action, car pour aller vers un avenir plus durable, nous sommes désormais condamnés à innover. C'est-à-dire, dans beaucoup de cas, on pense beaucoup plus à l'innovation technologique, il faut beaucoup plus d'innovation sociale. Ça paraît essentiel et fondamental. L'innovation institutionnelle, qui paraît beaucoup plus important que l'innovation technologique. Bref, il faut changer et transformer, ce qui paraît important. Et comme l'a indiqué Weinstein dans une publication récente, le défi à relever en matière de durabilité, certains appellent également soutenabilité, parce qu'à l'époque également, on a beaucoup discuté de l'utilisation du terme durabilité ou soutenabilité, parce que le terme soutenabilité a plus de subtilité que la durabilité, qui traduit difficilement sustainability en anglais. Il réside dans les progrès critiques des connaissances de base, dans la capacité sociale et technologique de l'humanité
à les utiliser et dans la volonté politique de transformer ces connaissances et ce savoir-faire en action. Donc il y a une volonté politique, ça paraît essentiel et fondamental. Il a clairement indiqué qu'une question essentielle à laquelle la science de la durabilité doit trouver des éléments de réponse est la suivante. À de multiples échelles et au fil des générations, comment la Terre, les écosystèmes et les habitants peuvent-ils interagir pour le bénéfice et la subsistance de tous? Cela implique intrinsèquement une approche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, et la prise en compte, entre autres, des aspects de justice sociale. Cela nécessitera de fréquents dialogues entre politique et science, ou investir davantage dans la science pour la durabilité, diront certains. Il y a d'une part la science de la durabilité et la science pour la durabilité, qui permet un dialogue entre scientifiques et puis politiques et la société d'une manière générale. Nous savons tous que notre monde a changé depuis 30 ans d'une manière aussi spectaculaire que probablement les 30 années précédentes. Au début des années 1990, si quelqu'un nous avait parlé des changements dont nous avons été témoins actuellement, si on nous avait dit que nous aurions douté de sa capacité mentale ou conclu qu'il s'intéressait vraiment aux romans de science-fiction. En l'occurrence, en 2022, aujourd'hui, on le constate tous, la plupart des citoyens du monde posséderaient des téléphones portables si on nous l'avait dit. Je disais que j'ai passé ma thèse, j'étais au CIG de l'école des mines à Fontainebleau. Je faisais une thèse sur la gestion des ressources en eau, la gestion du barrage de Manantali, et j'ai développé un modèle markovien. J'avais à utiliser l'ordinateur. Je dis non, je ne vais jamais utiliser un ordinateur. Je dis, si je quitte la France, je ne vais jamais voir d'ordinateur de ma vie. Je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir un ordinateur aujourd'hui dans ma poche. Donc, si on nous avait dit que, je fais tous en 2022, si on nous disait qu'en 2022, la plupart des citoyens du monde posséderaient des téléphones portables, les médias sociaux et Internet feraient partie intégrante de notre vie, l'interdiction de fumer dans les restaurants serait appliquée, même les Africains ayant peu ou pas d'éducation formelle ont bénéficié des services de ces technologies. D'autres changements bouleversants ont également eu lieu. La Chine est devenue la deuxième puissance mondiale et devrait dépasser bientôt les États-Unis. Les États-Unis ont vu un homme noir devenir président et une femme noire devenir vice-présidente. Et Nelson Mandela a été libéré de prison pour devenir le premier président de l'après-apartheid. En éternel optimiste que nous sommes, nous pouvons dire que les 30 dernières années ont été marquées par des changements majeurs à bien des égards, y compris, franchement, de certains obstacles politiques que nous ne pensions pas pouvoir résoudre. Une question, cependant, est restée un défi. Si on nous avait dit tout ça, que ça allait arriver, on allait dire non, celui-là, il est fou. Même en science-fiction, on n'allait pas le dire. Aussi bien sur le plan technique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et tout. Une question, cependant, est restée un défi. Malgré tous les avertissements concernant le réchauffement climatique, nous avons assisté à une augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 1990, nous avons vu 6 rapports d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, chacun contenant des messages de plus en plus forts indiquant que le monde va dans la mauvaise direction en matière de climat. Et pourtant, ces avertissements sont restés largement ignorés. Plus la science parle fort, il semble que le monde devient de plus en plus inconscient du message. Et la réalité brutale est que nous avons vu plus de la moitié de toutes les émissions
depuis 1750 au cours des 30 à 40 dernières années seulement. Bien sûr, en creusant un peu plus, nous savons que certains ont plus de responsabilités que d'autres, car les citoyens les plus riches du monde, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, ont augmenté leur empreinte de gaz à effet de serre année après année. Les conséquences sont claires. L'augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre fait peser sur les jeunes d'aujourd'hui et les générations futures le fardeau d'une planète dont de nombreuses parties pourraient devenir inhabitables en l'espace d'une génération. Cette situation est aussi irresponsable qu'elle reflète la myopie et l'irrationalité des parents que nous sommes devenus, mettre en danger le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Le changement climatique induit par l'homme affecte tous les aspects de notre société et de notre économie, ainsi que les écosystèmes. Il est donc pertinent de comprendre les interactions entre la justice sociale et les impacts du changement climatique en se concentrant sur la façon dont la vulnérabilité aux différents impacts est créée, maintenue et distribuée à travers les dimensions géographiques, sociales, démographiques et économiques. Toute option de réponse adéquate au changement climatique doit prendre en compte les questions de justice climatique, car il est prouvé que ceux qui ont le moins contribué au problème sont ceux qui sont le plus touchés par les effets négatifs. Et le terme de justice climatique, bien qu'il soit utilisé de différentes manières dans différents contextes par différentes communautés, comprend généralement trois principes. C'est-à-dire, le premier, c'est la justice distributive, qui fait référence à la répartition des charges et des avantages entre les individus, les nations et les générations. En deuxième lieu, la justice procédurale, qui fait référence à qui décide et participe à la prise de décision. Et la troisième, la reconnaissance, qui implique un respect fondamental, un engagement solide et une prise en compte équitable des diverses cultures et perspectives. Ce terme de justice climatique est utilisé pour problématiser le réchauffement climatique dans des contextes éthiques et politiques. Il le fait en utilisant les concepts de justice environnementale et de justice sociale pour examiner les inégalités et la violation des droits collectifs de l'homme en relation avec les impacts du changement climatique. Alors que les impacts du changement climatique et les réponses mises en œuvre sont de plus en plus fréquents, on assiste à une prise de conscience accrue de la manière dont les réponses climatiques interagissent avec les questions de justice et de progrès social. C'est pourquoi, lorsqu'on se projette 30 ans en avant, en 2050, il est logique de se pencher sur le chemin qui nous a menés jusqu'ici. Si nous demandions aux techno-optimistes parmi nous d'imaginer le monde en 2050, ils peindraient certainement un tableau où la technologie peut être continuellement améliorée pour rendre le monde meilleur. En l'occurrence, il y a eu une discussion interne entre nous du Sud, beaucoup plus impliqués dans les questions de développement, et nos collègues du Nord, beaucoup plus versés dans les modèles qu'on appelle d'analyse intégrée. On avait une vision totalement différente des choses parce que leur modèle est basé sur les technologies, l'évolution de la technologie, alors que notre approche était totalement différente. Il y avait cette vision-là. Il dirait probablement que la technologie dominera le lieu de travail, l'intelligence artificielle et les technologies intelligentes étant monnaie courante, et que nous vivrons dans un monde connecté et axé sur les données. D'autres pourraient imaginer un changement radical dans la géographie des centres économiques. La plupart des plus grandes économies devraient être des économies émergentes.
Cela signifie que la richesse pourrait être mieux répartie au niveau mondial et rendre le monde meilleur. Et les vrais socio-optimistes peuvent imaginer un monde où les gens et la planète sont sur la voie d'un monde régénérateur et inclusif, ce qui rendrait certainement le monde meilleur, selon la plupart des avis. Et puis, bien sûr, 2050 pourrait aussi voir un avenir plus sombre, caractérisé par la consommation incessante de notre capital naturel, nous conduisant à la déstabilisation de notre système naturel et où le fossé entre les nantis et les démunis crée un avenir dystopique. Cette voie ne rendra certainement pas le monde meilleur, selon la plupart des observateurs ou des analystes. Nous aimerions être du côté des vrais optimistes qui aspirent à une planète qui prospère, tandis que nous, en tant qu'êtres humains, sommes véritablement engagés dans la poursuite de notre bonheur et de celui de nos semblables. La vraie question est, pouvons-nous le faire? Sommes-nous allés trop loin et trop profondément dans une voie dont il est trop difficile de changer le cours? En bref, sommes-nous engagés dans de multiples verrouillages dont nous sommes incapables de nous extraire, que ce soit sur le plan économique, institutionnel, comportemental et politique, etc. Si l'on se fie au bilan des 30 dernières années, alors que nous sommes devenus assez habiles pour résoudre nos problèmes individuels, notre capacité à nous engager de manière significative dans des problèmes d'action collective et à les résoudre n'est pas louable. Nous avons découvert à quel point notre bilan est désastreux grâce aux travaux du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Mais quelque chose d'autre est apparu récemment pour nous montrer à quel point nos performances en matière de gestion des problèmes d'action collective sont mauvaises. La pandémie Covid-19 est venue pour nous montrer que nous avons encore un long chemin à parcourir. Les effets et les horreurs du Covid doivent encore apparaître dans toute leur ampleur. Les effets sur l'Afrique ne sont pas trop difficiles à imaginer. Dans le meilleur des cas, la région lutte pour créer des emplois, garantir les moyens de subsistance et les droits, et l'impact du Covid ne se limitera pas aux effets sanitaires directs, mais aux coûts économiques et sociaux profonds de la pandémie. La réponse des gouvernements du monde entier aux effets du Covid a été mitigée, mais largement décevante. De nombreux gouvernements ont attendu, choisissant de protéger d'abord l'économie, parce que dans leur naïveté, ils ne pouvaient voir le monde qu'à travers le prisme de l'économie. Comme si l'économie était autonome par rapport aux interactions humaines et aux limites imposées par l'environnement naturel. La plupart des gouvernements ont fait exactement ce qu'ils n'auraient pas dû faire, mais ils ont fait ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas coopéré, mais se sont fait concurrence pour assurer l'approvisionnement en masques, en ventilateurs et plus récemment en vaccins pour les citoyens vivant sur leur territoire. Ils ont fixé une frontière pour résoudre un problème mondial. Que se passerait-il si de nouvelles souches apparaissent causées par notre incapacité à agir rapidement, à penser grand et à opérer collectivement? Cela représente une occasion manquée d'apprendre et à coopérer et d'utiliser la pandémie Covid comme une plateforme d'apprentissage pour faire les choses différemment. En effet, une occasion a été gâchée. Dans son livre La grande transformation, Karl Palloni nous avait conseillé qu'au lieu de gérer la société comme un auxiliaire du marché, le système économique doit être intégré dans la politique, les relations sociales et les systèmes naturels. Ceux qui ont compris cette pensée ont bien géré la crise du Covid. Les quelques pays souvent dirigés par les femmes, comme la Nouvelle-Zélande, Taïwan
la Corée du Sud, la Finlande et l'État de Kerala ont choisi de protéger les gens avant tout. Adopter une approche axée sur les personnes signifiait protéger la vie, et ce qui a permis de mieux gérer la crise, ce qui, ironiquement, leur a permis de revenir plus tôt pour s'occuper de leur reprise économique. Nous pouvons tirer d'importantes leçons de cette expérience alors que nous essayons encore de nous en sortir et que nous sommes confrontés à la crise climatique imminente qui appelle un véritable changement d'approche et de valeur pour mettre en œuvre des actions et des politiques. Cela signifie qu'il faut placer la solidarité humaine comme point de départ de nos actions, où la fraternité et la camaraderie sont des véhicules du changement et l'objectif de notre présent et de notre avenir commun. La condition préalable à cela est l'amour, qui est la plus grande bénédiction et la plus grande chance que l'humanité devrait cultiver pour traiter les problèmes d'action collective de manière plus organique. La question est de savoir comment introduire les sentiments, la compassion et les valeurs essentielles qui sous-tendent la solidarité humaine dans nos institutions publiques, conçues pour être des constructions froides, statiques, dépassionnées et non humaines. Combien de fonctionnaires contribuent à mettre en œuvre des politiques avec lesquelles ils peuvent être en désaccord? Et combien de nos politiciens peuvent voir des dommages que leurs politiques peuvent causer dans l'intention prétendue de travailler pour le plus grand bien? Passons maintenant aux questions concernant spécifiquement l'Afrique, pour en toucher juste quelques mots. La région est confrontée à des problèmes profonds de services, de gouvernance et de leadership médiocre qui entraînent toutes sortes de problèmes en chaîne. Ce n'est pas un mystère que les pays d'Afrique doivent élargir leur accès à des services énergétiques fiables et modernes afin de relever toutes les séries de défis en matière de développement. Nous le disons depuis plus de 40 ans et pourtant le défi persiste. La question est de savoir ce qu'il faut faire au-delà de ce qui est tenté et comment renforcer notre optimisme et notre imagination collective en vue d'un changement durable et autorégénérateur en Afrique. Quoi que nous fassions, le changement ne peut pas résulter de la répétition de la même chose. Il ne peut pas s'agir simplement d'injecter des ressources dans le problème en espérant que la paix et le développement en découleront. Plusieurs solutions ont été essayées et expérimentées et nous sommes encore loin d'être là où nous devrions être. Toutes ces questions et bien d'autres deviennent plus complexes et compliquées avec ce que nous livre le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, avec plus de robustesse et de clarté dans ses rapports récents, à savoir la température moyenne de la planète s'est élevée à plus de 1 degré au cours des 150 dernières années à peu près. Dans l'accord de Paris, les gouvernements se sont engagés à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et toutefois, les engagements actuels des gouvernements ne sont pas suffisants pour atteindre cet objectif. Ça, c'est également clairement établi. Avec les politiques climatiques actuelles, nous nous dirigeons vers un réchauffement planétaire autour de 3 degrés à l'horizon 2100, voire beaucoup plus. L'action climatique, ce qui est paradoxal, c'est que l'action climatique peut aller de pair avec l'éradication de la pauvreté et le développement durable. Puisque le développement durable renforce et soutient l'action climatique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions, mais il y a beaucoup plus de synergie entre les deux que de tensions. Il ressort des rapports du GIEC qu'il n'est pas impossible de limiter le réchauffement à 1,5, mais cela nécessiterait, dans de nombreuses régions du monde, sinon dans toutes les régions du monde, des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société. Or, nous savons que toute transition de manière inhérente est un processus lent. On a des possibilités d'avoir des mécanismes pour accélérer cette transition-là. Et cette transition
certains axes ont été clairement définis, notamment l'énergie, les terres, les milieux urbains, l'infrastructure et les systèmes industriels. Ben, voilà posé très clairement une préoccupation majeure à l'échelle planétaire pour laquelle la science de la durabilité est appelée à investir pour un mieux-être collectif de la planète. Voilà tout un champ ouvert par la science de la durabilité, apporter des éléments de réponse à cela. Comment faire en sorte que cette transition puisse être mise en œuvre, opérée et de manière très, très rapide. Mais pour ce faire, il est fondamental de développer des capacités pour le développement durable. Parce qu'on a très peu de capacités dans ce contexte-ci. Il y a des structures qui se mettent en place. Et pour conclure, en reprenant Clark et Halley, il y a 6 capacités interdépendantes qui sont nécessaires à la poursuite, à la réussite de la durabilité. Vous savez, le premier, c'est la capacité de mesurer les progrès vers le développement durable. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? En deuxième lieu, la capacité de promouvoir l'équité au sein de la génération et entre elles. C'est-à-dire au sein de la même génération et entre les générations. En troisième lieu, la capacité de s'adapter aux chocs et aux surprises. En quatrième lieu, la capacité de transformer le système et les voies de développement plus durables. En quatrième lieu, en cinquième, la capacité de lier la connaissance à l'action pour la durabilité. Et enfin, la capacité de concevoir les dispositions de gouvernance qui permettent aux gens de travailler ensemble à l'exercice des autres capacités. Voilà à peu près quelques éléments que je voulais porter à votre attention, beaucoup plus inviter à une réflexion à partir de l'analyse de problèmes concrets, sans avoir abordé la question de la science de la durabilité. Voilà quelques éléments qui nous interpellent tous. Il faut qu'on change de vision, il faut qu'on agisse sur l'urgent, et le temps, malheureusement, n'est pas de notre côté. Et merci.